Sentimental, Alain Souchon, dont le titre bien sûr a été repris par Gims tout dernièrement. Notre région, notre passion. Le Galfagno-Temblève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. L'initiative de l'ASBL au Temblève et des communes de Ouem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. Impact FM présente le Galfagno-Temblève. Et voilà, c'est parti pour une nouvelle séquence du GAL comme chaque semaine, ce qui permet, je vous le rappelle, aux porteurs et aux différents porteurs de projets du GAL de faire le point chaque semaine sur l'avancée des projets. Ce matin, en direct, Marianne Remy. Bonjour Marianne. Bonjour Patrick. Alors, vous allez revenir, présenter finalement ce matin les différentes évolutions du projet pour le producteur. Relocalisons notre alimentation portée, bien entendu, par Univers Paysan. C'est bien cela, Marianne? Oui, tout à fait. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à un sujet qui nous concerne absolument tous, notre alimentation. Alors aujourd'hui, je vous parle en tant que salarié d'Univers Paysan, une société coopérative à finalité sociale. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'une coopérative ? Et pourquoi ce modèle a-t-il un rôle à jouer dans la transition alimentaire ? Donc durant cette émission, je vous propose un petit voyage. On va commencer par un détour par l'histoire, et puis une plongée dans le fonctionnement coopératif. Et enfin, un regard clair sur les enjeux d'aujourd'hui, les prix, l'accessibilité, la durabilité et la résilience. Alors une coopérative, Patrick, qu'est-ce que c'est ? Une coopérative, ou plus exactement une société coopérative, c'est à la fois une association horizontale et une entreprise économique. Historiquement, les coopératives sont nées spontanément au sein de la classe ouvrière, en réaction contre les privilèges du capitalisme. Elles fonctionnaient bien avant un penseur qui s'appelait Robert Owen, au XVIIIe siècle. Mais c'est lui qui a posé les trois bases, qui sont toujours d'actualité d'ailleurs. Donc on a d'abord l'association volontaire, la gestion démocratique et l'esprit d'entraide. En Belgique, les premières coopératives qui ont été créées pour l'achat en commun de provisions, donc d'alimentation, ont vu le jour au XIXe siècle. Et c'est en 1873 qu'une loi reconnaît enfin officiellement la société coopérative. Malgré évidemment une opposition très forte de certains parlementaires qui y voyaient des centres d'agitation révolutionnaires. Donc pour résumer l'ADN des sociétés coopératives, elles doivent d'abord s'inscrire dans l'intérêt général. On pourrait dire que c'est comme des services publics. Et puis elles ne visent pas à l'enrichissement d'actionnaires. Donc il n'y a pas de dividendes, pas de plus-value à se partager en fin d'année. Et enfin, point très important d'une coopérative, le pouvoir de décision et de gestion appartient à l'ensemble des coopérateurs, et non à un grand patron à qui des ouvriers lui seraient subordonnés. Autrement dit, tous les membres jouissent des mêmes droits, et les intérêts de certains ne sont pas privilégiés par rapport aux intérêts d'autres. Tout le monde doit être sur le même pied d'égalité, et ça change tout dans une coopérative. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Et ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. Ton arrière. Alors coopérative et circuit court, un rôle à jouer dans la transition ? Alors nous, en Wallonie, on va surtout parler des coopératives de consommation. Parce que les coopératives de production n'existent presque plus en Belgique. Et c'est bien dommage. Donc on distingue en Belgique, comme ailleurs,
des coopératives de circuits courts et des coopératives de circuits longs. Alors, les coopératives de circuits courts, ce sont des circuits. C'est quoi un circuit court? Donc, ce sont des circuits avec maximum 1 ou 2 intermédiaires entre le producteur et le consommateur final. Donc, quand on parle d'un circuit alimentaire, on parle de l'ensemble du système alimentaire, c'est-à-dire de l'ensemble des maillons qui composent la chaîne. Donc, à la source, on a les agriculteurs, puis éventuellement un transformateur. Dans l'idéal, ce seraient les agriculteurs eux-mêmes qui transformeraient. Et puis un vendeur et, in fine, un consommateur. Ça, c'est un exemple de circuit court. Leur essor au circuit court est assez récent et date de la crise de la vache folle, donc dans les années 90. Depuis, ces circuits courts répondent à un besoin clair. Retrouver du sens, du lien humain et un visage derrière notre alimentation. Et ce lien a des effets très concrets. Les producteurs peuvent adapter leur culture selon les attentes de terrain. Donc les consommateurs ont la possibilité d'influencer indirectement les pratiques agricoles. Et ça, c'est très important parce qu'on est dans un contexte libéral, donc de liberté totale de culture, parfois délétère. Ensuite, nous avons les circuits longs. Donc en Belgique, on a pas mal de coopératives de circuits longs, comme par exemple les coopératives laitières. Vous voyez le camion citerne qui passe récolter le lait dans les fermes? Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces coopératives ne s'opposent pas aux circuits courts. Des recherches récentes montrent même que ces deux modèles se complètent. Lorsqu'une filière locale est fragilisée, la diversité des débouchés courts et longs renforce la résilience globale du système alimentaire. Alors maintenant, parlons prix, accessibilité, durabilité, la grande tension. Ouais, et un sujet qui évidemment fâche quand on cite les prix, notamment les épiceries locales, magasins coopératifs ou non, dans les magasins bio. Ne finit-on pas finalement par se retrouver entre nantis, autrement dit entre consommateurs et consommatrices privilégiées, Marianne? Eh bien en effet Patrick, c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Et on ne va pas se mentir, les gens qui ont une capacité financière suffisante pour acheter 100% bio ne sont pas majoritaires au sein de la population belge en général. Il y a une tension réelle entre l'accessibilité d'une alimentation de qualité et la durabilité qui est évidente. Le droit à l'alimentation, qui est un droit fondamental, on est tous d'accord, n'est pas reconnu, n'est pas entendu comme le droit à de l'alimentation locale et durable. Alors pourquoi est-ce que l'alimentation locale et paysanne serait plus chère? Eh bien parce qu'une petite ferme ne peut pas bénéficier des économies d'échelle des grandes exploitations. Aussi parce que produire à une petite échelle, en agriculture paysanne et diversifiée, coûte plus cher. Alors oui, c'est plus rentable évidemment de faire de la monoculture en grande surface. La mécanisation est facile, les quantités produites peuvent être super importantes, mais c'est risqué, c'est très risqué. En effet, imaginez-vous un ravageur de la seule et unique culture que vous avez pour l'année et qui prolifère hyper rapidement. Si cette culture est détruite, vous n'aurez plus rien pour vous retourner. Prenons par exemple le dorifort de la pomme de terre. C'est un petit coléoptère comme ça qui se reproduit à une vitesse vertigineuse et qui peut détruire totalement un champ en 3 semaines. Vous l'avez d'ailleurs peut-être expérimenté vous-même au printemps quand on repique les petits choux et que le lendemain il n'y a plus rien parce que les limaces sont passées là par là. Heureusement dans votre potager vous n'avez pas que des choux, ce qui vous permet d'avoir malgré tout, malgré l'effondrement de vos petits choux, une récolte. Mais dans le cadre d'une agriculture diversifiée, si la planche de pommes de terre se fait attaquer, eh ben c'est moins grave parce qu'il y aura les carottes, les choux à vendre. C'est une agriculture qui est qualifiée de robuste. Ce concept de robustesse s'oppose à la performance, qui peut être vulnérable, comme on vient de le voir. C'est un concept central dans le secteur alimentaire, comme dans toute entreprise en fait. Donc la robustesse, elle permet de maintenir des systèmes, qu'ils soient agricoles ou autres, stables et viables, malgré un environnement instable et fluctuant. Et donc, produire diversifié en petite surface est plus robuste. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais également plus cher. Et soyons honnêtes, il ne suffit pas d'être conscientisé aux enjeux d'une alimentation durable pour assurer la transition de nos systèmes alimentaires. Bien que cette transition vers plus de durabilité soit souhaitée par l'écrasante majorité de nos concitoyens, nous sommes tous limités par nos capacités financières individuelles. Alors, comment soutenir ces modèles plus durables sans exclure une partie de la population?
La vérité, c'est que la société civile seule ne peut pas tout faire, même en coopérative. Il faut une intervention publique massive, c'est fondamental. Des subventions, des politiques de prix, des dispositifs d'aide. Bref, il faut un vrai soutien politique. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. Dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire. Et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Puis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant. Quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. Alors, un autre rapport au prix. Payer le travail, pas le produit. Pour moi, un changement de paradigme est nécessaire et même urgent. Le prix payé pour l'alimentation ne doit plus être basé sur le poids du produit ou sur l'unité, mais bien sur le travail qui a été fourni en amont par l'agriculteur. Donc le producteur devrait pouvoir bénéficier d'un salaire fixe qui serait totalement indépendant de la quantité récoltée et donc des aléas de la météo et de tout ce dont est tributaire le secteur agricole. Autrement dit, on ne devrait pas se demander combien coûtent nos poivrons, mais se demander combien on veut payer pour avoir à manger et pour que nos agriculteurs puissent vivre dignement. C'est le modèle que les AMAP françaises tentent de mettre en place. Par exemple, dans une AMAP, on ne va pas acheter les œufs, mais on va louer une poule. Chaque semaine, on reçoit donc ce que la poule produit. Parfois c'est 1, parfois c'est 2, parfois c'est 4 œufs. Mais la quantité n'est pas le sujet. On rémunère le travail et pas la performance. Et ce modèle change totalement le regard des consommateurs. Donc au lieu de comparer les prix du marché, on finit par choisir de soutenir un modèle agricole. Ça, c'est un modèle robuste, durable et qui permet aux agriculteurs de vivre dignement. Et si on veut préserver une agriculture paysanne en Belgique, ce type de contrat devient indispensable. Alors la résilience et la robustesse, par où commencer? Où faudrait-il agir? Est-ce que les supermarchés coopératifs sont-ils les vecteurs de la transformation de nos systèmes alimentaires? En fait, pour renforcer et pérenniser la filière de l'alimentation durable sur le territoire, il faut assurer la résilience de la totalité du circuit alimentaire. Donc on l'a vu précédemment, quand on parle d'un circuit alimentaire, on parle de l'ensemble des maillons qui composent ce circuit. Autrement dit, les magasins coopératifs ne sont pas les systèmes alimentaires en tant que tels. Ce sont des outils de vente, donc un des maillons du circuit alimentaire. L'exploitation agricole est un autre maillon et qui joue un rôle prépondérant aussi au sein du système alimentaire. C'est en fait son socle, c'est de là que tout démarre. Et donc si on veut tenir debout, c'est là qu'il faut consolider en priorité. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire en tout cas sur l'évolution du projet Marianne. Hein. Rien d'autre à ajouter? C'est déjà pas mal. Il y a tellement de choses à ajouter sur le sujet. Ouais. Ok. Allez, on va vous souhaiter en tout cas une bonne journée, Marianne. Merci d'être passée pour cette séquence du GAL. Comme chaque semaine, d'autres rendez-vous encore suivront d'ici la fin de l'année. Si on ne se voit plus, puisque c'est une tournante en fait. Hein, vous revenez d'ici la fin de l'année ou non? Ce sera non, pour je pense que ce sera notre chargé de projet. Ok, très bien. Allez, je vous remercie en tout cas et on revoit tout cela sur notre page Facebook Impact News. Dans un instant, les infos de 9h. Avec plaisir, Patrick, au revoir.